Cosa, agence de communication et e-commerce. Il y a une explosion de la création musicale. Et c'est évidemment la Gen AI l'accélère. Donc la mauvaise nouvelle, si on peut dire, c'est que on a donc, en janvier c'était 10%, aujourd'hui c'est 28% de contenu 100% généré par IA. Donc c'est-à-dire que c'est juste des chansons qui ont été créées avec un petit prompt sur Suno, Uyo, toutes ces apps. On parle, juste pour donner quelques chiffres, on a 1 million de nouvelles chansons qui arrivent sur le catalogue toutes les semaines. Et donc le pourcentage que je donne, c'est un pourcentage de ce montant. Donc c'est 280 000 chansons chaque semaine, 100% générées par IA. Bienvenue dans Mediarama. Ici, on part à la rencontre de celles et ceux qui inventent le futur des médias. Des formats qui bousculent, des modèles qui se réinventent, des usages qui changent sous nos yeux. On y parle tech, IA, mais aussi d'histoire humaine, d'énergie et de passion pour l'info et la création. Je suis François Desfossés. Avec l'équipe de Cosa, agence tech et créative, nous accompagnons les médias de la stratégie jusqu'au produit. Et avec ce podcast, je vous propose d'embarquer dans cette galaxie en mouvement. Et si vous voulez prolonger la discussion, écrivez-moi sur LinkedIn, je réponds toujours avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de m'entretenir, de recevoir, mais non, c'est moi qui suis reçu aujourd'hui chez Deezer avec Alexis Lanternier, nouveau CEO depuis 1 an. Merci d'avoir accepté l'invitation, Alexis. Bienvenue François. Merci. Ça fait plaisir, tu vois, généralement c'est moi qui dis bienvenue, donc une fois n'est pas coutume. On est dans les super studios, en l'occurrence c'est vraiment très beau. Je vais essayer de mettre une photo quand même pour illustrer ça fait plaisir. On va évidemment parler aujourd'hui de streaming musical. Alors je mettais dans mon introduction qui vit une nouvelle révolution, mais j'ai l'impression que c'est un secteur qui est un peu en perpétuelle révolution, il y a beaucoup de changements. J'ai isolé quand même quelques sujets importants qu'on va évoquer aujourd'hui, dont un chiffre que j'ai donc découvert sur la plateforme de Deezer en préparant. 28% des morceaux uploadés sur Deezer sont déjà générés par l'IA. Donc ça, on va revenir dessus. Ça m'a paru complètement fou comme chiffre, quasiment 1/3. Les artistes qui demandent une meilleure rémunération, c'est un sujet qui est quand même récurrent dans les médias. On va parler régulièrement du modèle de rémunération. On évoquera évidemment également ce sujet. Et puis, comment se différencier face aux géants mondiaux. C'est, je disais, la révolution. Il y a des gros acteurs aujourd'hui dans la musique. Ça bouge beaucoup. Et donc, Deezer, le village gaulois, je ne sais pas comment vous définissez, en tout cas, qui fait de la résistance, qui innove, qui a des choses à dire. Donc, voir un peu comment vous différenciez sur tous ces sujets-là. Donc, on va parler IA, innovation, rémunération, des nouveaux terrains, aussi des nouveaux produits que vous pouvez distribuer. Alors, avant de démarrer, d'entrer dans le vif du sujet, donc peut-être un petit background sur toi. Tu viens pas du tout de la musique, tu es passé chez Amazon, Alibaba, Walmart, donc plutôt côté e-commerce. Est-ce qu'on écoute de la musique différemment quand on a passé sa vie à vendre? Alors, je m'attendais des frigos et des chaussures un peu pour te taquiner, mais donc le truc qui n'a rien à voir, comment est-ce qu'on arrive un peu dans ce secteur-là? Et on a vendu frigo, chaussures, j'ai vendu même des scooters. Même des scooters auto, ouais. En Indonésie. Je vendais des scooters en ligne. On avait essayé de lancer une prévente de voitures qui n'avait pas fonctionné, mais donc ça allait très loin. C'est très très large. On vendait vraiment beaucoup de choses. Donc évidemment c'est différent. Évidemment il y a des similitudes, et des similarités parce que sinon je serais pas là. Ça reste des plateformes qu'on appelle consumer, c'est-à-dire des plateformes qui s'adressent à des millions de personnes. Le point commun quand j'étais chez Amazon ou quand j'étais chez Lazada en Asie Sud-Est ou chez Walmart au Canada, c'est que tout le monde, tu vois, tu vas dans un dîner, t'es là, tout le monde a un avis sur ce que tu fais. Ouais. Et donc ça, c'est pareil pour Deezer aujourd'hui. C'est quelque part de la distribution, c'est-à-dire qu'on a des fournisseurs qui sont tous les gens qui ont créé de la musique, qui ont des catalogues de musique, qui sont soit des chanteurs, soit des labels, qui distribuent et on touche des millions de personnes. Et l'enjeu, un des grands enjeux, c'est il y a des millions de produits, encore une fois, si on appelle la musique des produits. On peut, il y a en tout cas, ce micro. 200 millions de chansons. Et en face, on a, nous, 10 millions, presque 10 millions d'utilisateurs et qui ont des envies, des goûts différents. Et l'objectif, c'est comment je peux, de la façon la plus efficace
la plus seamless, comme on dit en anglais, possible, apporter la bonne chanson au bon moment, à la bonne personne, parmi ces 200 millions. Ce qui est un petit peu similaire à ce qu'un e-commerçant essaye de faire. Tu retrouves un peu des similitudes vraiment de e-commerçants, des tunnels, conversion, d'offres, marketing. Ouais, exactement tout ça. Hein. Ouais. Alors, la grosse différence, c'est la logistique, puisque ici, c'est beaucoup plus simple. Le business rêvé. Mais on découvre plein de complexités de logistique. Tu as un peu mentionné, on en parlera après, mais des catalogues qui explosent avec beaucoup de produits IA qui ne sont pas de bonne qualité. Donc, il y a énormément de travail à faire sur le catalogue, comprendre ce que c'est, comment le délivrer, etc. Donc, en fait, il y a aussi beaucoup de problèmes d'une logistique digitale, on va dire, qui est aussi passionnante. Et il y a des choses qui t'ont un peu surpris en débarquant, auxquelles tu t'attendais pas? Alors, la grande différence, c'est l'industrie de la musique, qui est une industrie très, très particulière, parce qu'en fait, elle mêle énormément de gens qui sont passionnés. Et donc, contrairement à d'autres industries que j'ai pu voir, et donc beaucoup d'e-commerce, où chacun est assez clair qu'il vient faire du business, et qu'il a une marchandise. Il y a une marchandise, voilà, chaque élément, chaque territoire est assez clair. L'exemple vraiment principal, c'est le fournisseur dans l'e-commerce va avoir un paquet, va te proposer un produit, tu vas l'acheter et puis tu vas le distribuer au client final et tu toucheras une marge dans ce processus. Dans la musique, ce qui a été défini après des longues discussions, et c'est ça qui a permis de sauver quand même l'industrie musicale, hein, c'est le concept de l'abonnement avec l'accès au catalogue mondial. Voilà, on disait sur deux formules comme ça, mais en tout cas, accès au catalogue du monde entier pour entre 10 et 12 euros par mois. Et donc, ça a beaucoup d'implications. Et ça fait notamment qu'il y a une relation très proche, très imbriquée, parce que c'est pas je te prends un son et puis je te paye, et puis comme il y avait à une époque en digital, dès qu'il y a un téléchargement de son sur iTunes, c'était 0,99. 0,99 le morceau, Apple prenait 30 centimes. Voilà, c'était là, en fait, en fonction du nombre d'écoutes qu'il va y avoir, chacun va pas récupérer la même chose. Et puis évidemment, il faut qu'on ouvre quand même beaucoup le capot à tous les ayants droit pour qu'ils puissent vérifier qu'on leur paye leur juste part. Exactement. Ouais. Donc ça rend toute l'industrie, la dynamique, ça et le fait que ce soit des passionnés rend l'industrie beaucoup plus politique que business. Ouais. C'est beaucoup plus de l'influence, de la négociation long cours. On sait qu'on ne peut pas se désimbriquer. Irrationnel, on est complètement imbriqué. Ouais. Les gens parfois peuvent être un peu irrationnels parce que passionnés. Et ça rend le business très sympa, très différent aussi. J'imagine bien. Alors ce secteur, le streaming, j'ai dit la révolution, il y a un peu un côté jungle parce que il y a les guerres un peu de plateformes, que ce soit sur le streaming vidéo ou audio. Hein, on voit quand même des acteurs, des gros, des Spotify évidemment, Apple, Amazon, YouTube aussi, hein, je l'ai pas marqué, mais c'est un énorme acteur aussi. On pourrait en parler d'ailleurs du bundle, parce qu'il y a des choses un peu unfair, mais ça reste du business. Comment Deezer peut exister et grandir face à des mastodontes comme ça qui, je disais là par exemple YouTube, qui dans YouTube Premium, on peut avoir accès à YouTube Music, etc. Donc ils ont des forces de frappe énormes. Est-ce que tu peux exister en tant que Deezer ? Alors, ce que tu décris, hein, c'est complètement dingue. Je n'ai jamais vu une entreprise qui avait une telle compétition. Moi, c'est c'est une des raisons pour lesquelles j'ai sauté sur l'opportunité quand j'ai eu la chance qu'on me la propose. Tu es en face des plus grands géants de ce monde, qui sont les 4 focalisés pour te prendre ton business. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Quand tu prends un peu de hauteur, tu dis que tu te bats face aux 4 plus grandes sociétés. Amazon, Apple et Spotify, qui a fait un très bon job et qui est devenu aussi beaucoup plus grand. Ouais. Donc c'est évidemment un challenge fascinant. Et juste pour rappeler ce que tu dis, donc tu dis YouTube, effectivement il y a un bundle, c'est-à-dire que je regarde des vidéos YouTube, j'ai de la pub, on me dit tiens, enlève la pub pour tel prix, hop, il donne YouTube Music avec. Ça, c'est un élément quand même assez agressif de méthode commerciale. Et Amazon, c'est quand même incroyable. Tu es abonné à Prime, parce que beaucoup de gens sont, ça permet d'avoir la livraison gratuite. Et avec ça, tu as une première offre de musique qui est inclue. Ouais. Et après, qui va te permettre d'upgrader facilement avec Alexa, etc. Donc, c'est quand même des méthodes commerciales extrêmement puissantes. Et donc, c'est incroyable de penser que Deezer a réussi à développer son business, à être en croissance, à peser maintenant un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires, un peu plus que ça. C'est quand même incroyable de se dire qu'une boîte française dans le consumer good digital a réussi à faire ça. C'est quoi l'arme secrète ?
Et donc, j'ai été hyper honoré de pouvoir venir participer à cette aventure et je suis vraiment extrêmement fier, et je le dis aussi avec autant de facilité que je n'y suis pour rien. Donc, vraiment, c'est tout le mérite revient à cette équipe fantastique. L'arme secrète, alors il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a évidemment un contexte qui fait que c'est possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de network effect comme dans d'autres business comme... notamment la vidéo, comme YouTube qui a écrasé par exemple Dailymotion sur la partie consumer, parce que il y a un effet, plus j'ai de vidéos, plus les gens viennent, plus j'ai de vidéos, etc. Là, dans la musique, on a tous le même catalogue. Ouais, et pourquoi d'ailleurs? Parce que je veux dire, tu pourrais très bien essayer en tant que distributeur, plateforme, de négocier des exclus. On voit ça sur les jeux vidéo, tu sais, t'as des trucs PS seulement, etc. T'as quelques licences. Ce serait facile et simple de mettre désolé pour l'expression, mais mettre un gros billet pour dire, tel label, en fait, je l'ai en exclusivité, et puis derrière, ça me permet d'avoir un avantage concurrentiel. Ouais. Ça n'existe pas? Alors, c'est assez fascinant quand tu dis exactement ça. Tu regardes toutes les apps de streaming de vidéos, ils ont chacun leur contenu exclusif et on va sur Netflix pour la dernière saison de Stranger Things. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, tout a été essayé en termes d'exclusivité. Il y a eu à une époque, il y a eu Tidal qui s'était lancé aux US avec quelques artistes comme Beyoncé en exclusivité. Plus récemment, Spotify a essayé dans les podcasts avec Joe Rogan. C'était le meilleur choix, mais bon, bref, ils ont dépensé 200 millions pour l'avoir en exclusivité. Je crois que ça marche en termes d'audience. Après, je sais pas. Justement, en fait, la résultante, c'est que le coût que tu dois ajouter pour qu'un artiste soit OK d'être sur qu'une seule plateforme est énorme par rapport aux bénéfices clients, c'est-à-dire que les clients que tu vas acquérir grâce à cette exclusivité-là. Tout a été essayé par beaucoup de plateformes et comme on l'a dit, c'est des plateformes qui ont beaucoup de moyens. Ils ont pu tester plein de choses. Il n'y en a aucune qui a prouvé que c'était un bon modèle. Et donc, l'accord tacite, la résultante, c'était que tout le monde s'est dit, bon, OK, on va avoir tous le même catalogue et on va se battre sur les fonctionnalités, le positionnement, etc. Et le marketing derrière, etc. Mais ce qui est quand même une chance, parce qu'en fait, si tu n'avais pas ce modèle-là, ce serait beaucoup plus dur, évidemment, d'aller se dire, tiens, parce que si tu n'as pas certains artistes, t'es mort, quoi. C'est compliqué. Je pense que c'est une chance. Néanmoins, donc ça c'est le premier élément à avoir en tête qui est particulier au streaming et qui a évidemment permis à Deezer de continuer à exister. Après, le deuxième élément, parce qu'il y a eu plein d'autres des apps de streaming, je pense que Deezer, encore une fois, c'est un succès fantastique, même si on pourrait espérer qu'il soit beaucoup plus gros. Ça reste un succès fantastique quand on voit la compétition qu'il y a. L'autre élément, c'est vraiment la tech, parce que ça reste une prouesse technologique d'arriver à avoir 200 millions de chansons que tu puisses choisir et avoir des chansons recommandées pour toi, hyper pertinentes, que tu puisses jouer en un millième de seconde, où que tu sois, en plus de toutes les autres fonctionnalités qui ont été développées. Et ça, c'est vraiment parce qu'on a une équipe de développeurs, tech au sens large, qui est extrêmement loyale à Deezer. C'est incroyable la seniorité des gens dans l'entreprise. Les gens sont là depuis 10, 15 ans. La personne en charge de toute la tech, il est arrivé à 17 ans, la boîte a 17 ans et demi, je crois. Donc c'est les gens restent Aurélien Hérault, il y a 2 ans. C'était l'employé numéro 2, il est encore là. Et il est fan. Il adore la boîte. La passion des employés, puis le fait qu'il y a peut-être un peu moins de tentation aussi. Je veux dire, quand tu es employé d'une boîte de streaming en Californie, bon, au bout de 5 ans, 10 ans, tu as peut-être pas mal de tentations d'autres boîtes de consumer goods. C'est vrai qu'en France, il y a un petit peu moins de tentations de salaires complètement dingues dans la tech, etc. Donc, ça reste une très belle boîte. La passion pour la boîte et la compétition pour les talents fait qu'on a réussi à avoir un produit qui est hyper bon. C'est-à-dire que quand tu regardes sur les App Store français, Deezer est mieux noté que les autres apps des géants de la tech. Donc ça, c'est quand même très, très satisfaisant. Et ensuite, je pense que c'est le positionnement. Deezer qui s'est positionné, nous on est musique, c'est ça qui est important, on peut parler un peu plus, mais nous c'est musique. On veut que la musique, ça soit dans l'app, mais aussi en dehors de l'app. On veut que la musique, elle continue sur le long terme, donc on va soutenir l'industrie musicale, on va aider l'industrie musicale à s'améliorer, à se transformer et à l'accompagner dans les évolutions qui arrivent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui de plus en plus nous distingue et entendu par les clients finaux, parce que ça tu pourrais dire c'est bien pour l'industrie, mais est-ce que les gens le savent que vous faites ça? En fait, les utilisateurs on le fait depuis quelques temps et les clients finaux, je pense, ne l'entendaient pas trop. Et c'est vrai que cette année, en 2025, on a vu une grande différence quand, en fait, initialement, on avait beaucoup travaillé sur le modèle de rémunération des artistes, qui était assez injuste et qu'on est en train de faire évoluer significativement.
On travaillait beaucoup contre la fraude, c'est-à-dire qu'il y a une partie comme c'est un paquet que chacun prend des bouts, en fait, il y a beaucoup de gens qui fraudent et qui récupèrent un petit peu de droits d'auteur qu'ils ne devraient pas. Donc, on a fait beaucoup de lutte contre ça. Donc, tout ça, c'était très bien, mais bon, c'est vrai que l'utilisateur final n'est pas forcément, soit a du mal à comprendre ce qu'on fait, soit n'est pas très concerné par le sujet. Ouais. Et c'est vrai qu'avec l'avènement de l'IA, de la musique 100% générée par IA, et le travail qui était pour nous dans la continuité, en fait, c'était une continuité de la lutte contre la fraude. Deezer, comme on avait beaucoup, je l'ai mentionné, 28%, mais c'était 10% en janvier, maintenant c'est 28%, je pense que ça va continuer à exploser. On a vu cette musique 100% générée par IA qui en fait était utilisée pour la fraude. Donc c'est pour ça qu'on a développé toute notre technologie pour l'identifier, la sortir des algorithmes de recommandation et maintenant la taguer sur l'app pour que l'utilisateur puisse le voir. Ça, on y reviendra. Et en fait, c'est ça, je pense, c'est là où les utilisateurs ont vraiment dit « Ah ok, ce positionnement de Deezer a été mieux compris par l'utilisateur final » et on a vu vraiment l'impact en termes de nouveaux abonnés qui arrivent sur la plateforme suite à ça. Ok. Je mettais un peu après dans la question, est-ce que le côté français est un atout? Mais je sais pas, tu parlais de quasiment 10 millions d'abonnés. Est-ce que tu connais un peu le split, la répartition? On en avait parlé avec Aurélien, les marchés, etc. Tu saurais dire les marchés, enfin, tu saurais dire, j'espère que oui, tu connais un peu sur quel marché vous êtes. Est-ce que c'est vraiment encore perçu comme une app vraiment française pour les Français? Ou est-ce que non, ça, dans l'esprit des gens, c'est une app maintenant internationale comme les Spotify, etc. On a un fort tropisme français en termes de là où sont nos utilisateurs. On a la moitié de nos utilisateurs qui sont en France. Ouais. Notre deuxième pays, c'est le Brésil. Et après, on a une répartition, on est un peu un tropisme européen. Ouais. Est-ce que les gens le perçoivent? Je pense pas. Le nom Deezer fait pas très français. Les études nous montrent que certaines personnes le perçoivent de par nos prises de position dans les médias. Notamment quand ils voient que le CEO français, Alexis, tu vois, peut-être que les gens qui écoutent là vont comprendre que Deezer est français, j'imagine. Donc, une partie de la population le sait. Est-ce que c'est un aspect qui les pousse à s'abonner à Deezer? Pas tellement, en général. En moyenne, en tout cas. C'est pas un argument. Ils vont avant tout regarder les fonctionnalités, les avantages, pourquoi, à quoi sert cette marque, qu'est-ce qu'on apporte de plus, etc. Vous n'avez pas senti, est-ce que c'est quand même quelque chose qu'on sent un peu, alors pareil, c'est peut-être parce que je suis trop sur Reddit, mais il y a des subs sur vraiment acheter européen, tu sais, dans ce truc un peu de guerre, de guerre, je sais pas, c'est pas vraiment la guerre, mais quoique, mais en tout cas de souveraineté, etc. Utiliser des logiciels, utiliser des outils, tu pourrais te dire, bah tiens, si j'ai le même catalogue, autant être chez Deezer et il vaut mieux être sur un truc français. Et on l'entend beaucoup autour de nous. Je pense que c'est un petit tropisme parisien CSP+. Ok. Quand je regarde sur la moyenne des Français, c'est un sujet qui est pas il regarde le prix, il regarde c'est un sujet de réassurance quand on est chez Deezer, en plus ça c'est français, c'est pas un sujet qui suffira pour choisir. OK. Et en termes de réglementation, on sait que les boîtes américaines, souvent, voilà, je prends l'expression, je l'avais utilisée quand on parlait d'IA, qui ont des méthodes parfois un peu de cow-boy, etc. On sait qu'en France, en Europe, il y a plus de réglementation. Est-ce que le fait d'être français, c'est plus compliqué pour aller se battre à l'international ou pas? Taxes, impôts, RH. Taxes, c'est vrai qu'en France, on a quand même plus de taxes. Là, on a été les premiers à inventer la taxe streaming sur la musique. Ouais. Donc, c'est une taxe qui taxe les revenus de streaming musicaux en France. Et donc, nous, on a 60% de nos revenus qui sont en France. Donc, de facto, on est énormément impacté, alors que pour les autres, c'est 1% ou quelques pourcents de leur base de revenus. Donc, en ça, on a un petit handicap depuis un an, là. Après, non, le vrai sujet, c'est que c'est l'abonnement musical, tu le prends pas par hasard. C'est un choix qui est réfléchi. Et donc, c'est quelque chose qui demande, d'un point de vue marketing, beaucoup d'investissement pour arriver à expliquer l'offre d'abonnement musical, que tu vas avoir tout le catalogue, que ça va marcher comme ça. Pour des personnes qui viennent d'écoute de radio, possession de CD, c'est pas du tout une démarche naturelle. Non. Donc, on a investi énormément de marketing pour augmenter la pénétration de ce streaming musical, qui, encore une fois, je le rappelle, a sauvé l'industrie musicale, on pourra revenir, mais qui était complètement en perte de vitesse et qui est remonté et qui est maintenant redevenu au niveau d'avant grâce au streaming. Néanmoins, c'est beaucoup d'investissement pour arriver à expliquer ça, convaincre, transformer. Et donc, le désavantage, c'est que si on n'a pas la force de frappe de marketing, en tout cas, on n'a pas la même que les concurrents, c'est plus difficile. Donc, c'est pour ça que nous, on a un tropisme français, parce qu'on a commencé en France, on a trouvé plein de façons pour se développer en France, et que maintenant, quand on se développe en Inde, si tu veux attaquer le marché indien,
il faut être prêt à investir les capitaux énormément de marketing pour ne pas gagner d'argent pendant longtemps, parce qu'au début, tu vas recruter des utilisateurs gratuits, donc ils vont juste marcher avec de la pub, et en fait, sur le modèle de pub, on gagne pas d'argent. Mais en mode pour conquête. Après, ils puissent passer en mode, et on ne sait pas quand est-ce qu'ils passeront en mode payant. Et donc, c'est des investissements énormes qui ont un payback, un retour sur investissement très très long. Et donc, pour nous, c'est impossible de lutter contre un YouTube, un Apple, un Amazon qui ont des visions évidemment à beaucoup plus long terme et qui ont des capitaux gigantesques. D'accord. Mais entre les lignes, ça veut dire que sur certains marchés, c'est même pas la peine d'y aller. Pardon, entre les lignes, il y a 3 ans, on a décidé d'arrêter les investissements dans tous les marchés où on n'était pas significatif. D'accord. Et se concentrer sur la France, le Brésil et quelques autres pays où on avait suffisamment de parts de marché. Et aujourd'hui, c'est pas un échec entre guillemets. On peut se dire, voilà, on est sur des marchés où en fait on peut être rentable, faire du bon travail, bon produit, aller gagner quelques parts de marché, etc., convaincre, et on verra plus tard. C'est un peu ça. Exactement, je pense qu'on a... Enfin, encore pas une une fois, course à une espèce de croissance. Non, mais il y a le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Je trouve que déjà arriver à créer un business de France, de digital, qui fait un demi-milliard de chiffre d'affaires, qui est sur plusieurs continents, qui amène une vraie différence en termes de ce qu'on apporte à l'industrie musicale, de ce qu'on apporte à l'écouteur, aux fans de musique, c'est déjà énorme. Ouais. Évidemment, on va essayer de faire plus et on va essayer d'en faire un grand succès très profitable qui nous permettra de réinvestir encore d'autres pays. Mais si déjà on réussit dans plusieurs pays comme ça et qu'on apporte une vraie différence aux utilisateurs et à l'industrie de la musique, c'est déjà un beau succès. Dans ce marché, c'est clair. Et en termes de rentabilité, vous revendiquez une rentabilité visée à court terme. Vous en êtes où ? Le plus important pour nous, c'est une stabilisation de notre trésorerie. Donc, c'est-à-dire qu'on ne consomme plus de trésorerie. Après, la rentabilité, il y a plein d'indicateurs. EBITDA, on est un peu positif. Résultat net, on est encore un peu négatif. Le vrai indicateur pour nous, c'est trésorerie positive. Donc ça, on l'est depuis fin 2024. Et on l'est en premier semestre 2025 aussi. On va annoncer nos résultats en fin d'année pour toute l'année 2025. Mais ça, c'est vraiment le non négociable. On veut être trésorerie positive, neutre, pour ne pas avoir à dépendre d'investisseurs externes. Et ça, l'avantage de ça, c'est qu'on peut définir une stratégie beaucoup plus long terme. Ouais. On peut vraiment se mettre dans un cadre plus long. En plus du fait qu'aujourd'hui, l'appétit des investisseurs pour ce genre de business est beaucoup plus limité qu'avant, parce que maintenant, les capitaux sont beaucoup plus redirigés vers la GenAI. Donc, c'est pas un bon moment pour lever de l'argent aussi. C'est très compliqué ou pas dans de bonnes conditions, etc. Donc, si vous pouvez être autonome, c'est très bien. Complètement l'idée. Ok, très clair, merci. On va parler un peu d'IA. Tu commençais à l'évoquer, je l'ai dit en titre. Donc, ce chiffre de 28% des titres uploadés sur Deezer qui seraient générés par l'IA, ce qui est évidemment vertigineux. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ? Surtout, tu disais qu'il y a quelques mois, c'était 10%. Donc, on est 3 ans après la sortie des premiers de ChatGPT. Alors, c'est pas sur ChatGPT qu'on fait la musique, mais tous les outils ont suivi. Si on suit cette croissance, c'est quoi le futur ? On n'écoute plus d'humains, tout est fait par des robots. C'est un peu la tendance qui est en train d'arriver. Non, après, faut relativiser. Hein. C'est vraiment un phénomène massif qui n'est pas encore très inquiétant. C'est important de l'anticiper, c'est important d'en parler, et c'est pour ça qu'on le fait, et qu'on encourage tout l'écosystème à le faire aussi. Donc, la mauvaise nouvelle, si on peut dire, c'est que on a donc, en janvier, c'était 10%, aujourd'hui, c'est 28% de contenu 100% généré par IA. Donc, c'est-à-dire que c'est juste des chansons qui ont été créées avec un petit prompt sur Suno, Uyo, toutes ces apps. On parle, juste pour donner quelques chiffres, on a 1 million de nouvelles chansons qui arrivent sur le catalogue toutes les semaines. Et donc, le pourcentage que je donne, c'est un pourcentage de ce montant. Donc, c'est 280 000 chansons chaque semaine, 100% générées par IA. Et on peut s'attendre à ce que ça continue à augmenter. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, nous, encore une fois, c'est un vrai sujet de fraude parce qu'en fait, les gens créent ça. C'est une technique pour mettre plein de chansons sur le catalogue. Après, ils utilisent des comptes pour écouter certaines chansons pour qu'elles rentrent dans les algorithmes. Et qu'après, des gens les écoutent et comme ça, ils captent des droits d'auteur. C'est vraiment fait. C'est ça l'objectif. Dans cet objectif-là. C'est pas une démarche artistique. De façon sûre que 70% de ces chansons sont faites pour ça et le reste, on dit que c'est peut-être juste qu'on n'a pas capté. Il y a peut-être un peu de random et un tout petit peu d'artistique. L'autre stat, c'est que les écoutes de ces chansons-là, maintenant qu'on a mis en place quelques garde-fous, comme le fait de ne pas les mettre dans les recos et les playlists, les écoutes de ces chansons-là, c'est moins d'1%. Donc, je veux dire, ça n'intéresse pas les gens proactivement d'aller écouter une chanson générée par IA aujourd'hui, à part quelques exceptions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un petit buzz en juin sur The Velvet Sundown. Le groupe découvert sur Spotify. Alors, il devait être
probablement sur toutes les plateformes, mais ça a été très lié à Spotify. En fait, il était sur Deezer, et c'est parce que sur Deezer, on a tagué que c'était IA, que les gens ont dit attends, il y a 1 million de followers, d'écouteurs sur Spotify, c'est quoi ce bazar? Est-ce que c'est IA? Puisque Deezer dit que c'est IA. Et donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours, en fait, entre savoir si c'était vraiment l'IA, le groupe s'en est défendu, et puis en fait, au final, moi, j'en étais resté que c'était une démarche artistique, un peu un proof of concept. Donc, je sais pas, est-ce que c'était vraiment une démarche artistique ou une pure arnaque d'un mec dans son studio? Bon, a priori, quand même, il y avait quand même un collectif derrière, mais c'est ce qui a un peu fait émerger ce débat de musique. C'était le premier dont on a parlé et qu'il faut reconnaître était assez quali. La musique, je sais pas si tu l'as écouté, c'était du rock des années 70, c'est sympa. J'aurais pu me faire berner totalement, quoi. Et effectivement, ils ont joué un peu sur l'ambiguïté, etc. C'était assez rigolo. Tout ça pour dire, voilà, ça reste l'exception. C'est très peu d'écoute. La plupart des gens, une fois qu'ils ont compris que, et d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui sont choqués quand ils écoutent de l'IA sans le savoir, mais une fois qu'on leur dit, en général, ils perdent pas mal d'intérêt parce qu'au final, la musique, c'est quand même, oui, c'est la chanson, l'harmonie, etc., mais c'est aussi ce que représente le chanteur ou la chanteuse, c'est les messages qu'il ou elle porte, et c'est ça qui nous touche beaucoup plus. Oui, évidemment. Et juste pour finir, l'autre élément qui, nous, on le voit beaucoup, génère de l'appétit pour la musique, c'est aussi tout le lien avec le physique. Nous, on croit beaucoup au lien, à ne pas être juste une app de streaming. On veut faire beaucoup de liens de ponts avec le concert, le live, le festival, parce que c'est ça qui crée la vraie connexion. Et dans l'explosion de l'offre musicale, on est convaincu que ça va être de plus en plus important. Ouais, le live et l'expérience, c'est ce qui se passe en vrai. Et ça, on y reviendra. Je reste une seconde quand même sur l'IA. Les morceaux tagués, donc vous les taguez, par votre algorithme, vous êtes capable de reconnaître, vous les uploadez quand même. Il n'y a pas une règle, tout le monde a le droit d'uploader des morceaux générés entièrement par IA. Tout à fait. Ça ne contrevient à aucune règle. Alors aujourd'hui, ça ne contrevient à aucune règle. Ils ne sont pas obligés de le déclarer. C'est vous qui faites ce tagging à l'upload. Bonne question, ça dépend de quelle juridiction. Maintenant, il y a l'IA qui est en train de se mettre en place, donc ça va être obligé les gens à taguer. Est-ce qu'ils vont le faire? On ne sait pas, mais ça ouvre. Il y a plein de questions. Quand tu dis que c'est légal, il y a plein de questions. Le cadre juridique est pas clair. Ouais, parce qu'effectivement, il y a ces artistes qui le font. Après, si c'est de mauvaise qualité, les gens n'écouteront pas et tu te dis, quelque part, c'est le jeu. Si c'est de très bonne qualité, pourquoi pas, si tu as une bonne émotion en écoutant. Il y avait quand même aussi le sujet, alors là, c'est pas pour taper sur Spotify, mais le fait, et ce sera peut-être un lien avec le sujet de la rémunération, mais du fait que Spotify mettait des morceaux générés par IA dans des playlists, parce qu'évidemment, il n'y a pas de rémunération derrière, si c'est eux qui ont généré. Alors, je ne sais pas si c'était vrai, je crois qu'ils s'en sont défendus, etc. Mais il y a quand même ce sujet-là de mettre des morceaux faits par IA qui ne génèrent pas de droits d'auteur et qui, donc, quelque part, volent du temps d'écoute à des vrais morceaux. Oui, donc Deezer, ce qu'on a fait, nous, c'est depuis 2 ans, là, tous les bruits. En fait, il y avait un gros débat sur les bruits du type les gouttes d'eau sur le toit, par exemple, peut-être que les gens utilisent pour s'endormir, ça aussi, qui en fait génère énormément de streams parce que les gens mettent ça pour s'endormir et s'endorment avec. Donc ils écoutent ça pour vachement autant. Ouais. Et donc, c'était un vrai débat. Nous, ce qu'on a fait Deezer, c'est qu'on a dit, OK, on démonétise tout ça, on les recrée, nous, avec de l'IA. Pour le coup, on a utilisé l'IA. On dit, ces bruits-là, il n'y a pas besoin c'est pas de la musique, compétences, machin. Par contre, les gens en ont besoin. Donc, nous, on veut pas retirer, sur ta question, on veut pas retirer, parce que si les gens veulent écouter ça, il y a pas on est la plateforme où il y a le catalogue du monde. On veut pas être un catalogue limité. Donc, on a recréé ces sons et on les a sortis du pool de rémunération. Comme ça n'impacte pas les droits d'auteur. Mais c'est pas dans une playlist musicale, quoi. C'est du son. Ça pourrait être dans une playlist musicale, si c'est une playlist musicale de détente. S'endormir pas de problème. Mais comme c'est démonétisé, c'est pas grave, puisque ça ne réduit pas le pool des droits d'auteur des artistes. Exactement, ça c'est important. Toujours sur l'IA, est-ce que les IA peuvent venir sur le catalogue de Deezer pour se nourrir, de la même manière dont la Mediarama traite beaucoup de médias. Donc, certains médias déclarent interdire aux robots des moteurs de Gen AI de venir se nourrir de leur contenu. Est-ce qu'il y a le phénomène sur la musique? Est-ce que en fait des robots viennent parser vos catalogues? Très compliqué il y a beaucoup de sécurité. Je pense qu'ils ont plus intérêt à aller sur il y a encore beaucoup de sites de pirates. Où tu trouves encore... Où tu peux encore donner la chanson. Donc, je pense qu'ils font ça là-dessus parce que sur les morceaux, il y a eu beaucoup de protections mises en place quand ils ont lancé le streaming. Donc, je pense que c'est beaucoup plus simple d'aller sur des sites de pirates. Ok. Donc, vous, aujourd'hui, c'est ça. C'est donc du tagging et puis un peu alerter que ça existe en attendant de voir... Communiquer sur les chiffres, communiquer sur les chiffres. Rassurer aussi en disant, oui, il y en a beaucoup, mais les gens n'écoutent pas vraiment. Toute cette information n'existait pas. Donc, il faut tout inventer. Nous, on a vraiment dit, non, notre rôle, c'est d'aider aussi l'industrie. Donc, on va partager...
ces chiffres. Tags demain, musique faite. Ah, c'est pas demain, c'est là. Là pour le consommateur final. Ah oui, là sur l'app Deezer. Tu vois, fait par un. Sur l'app Deezer. Entièrement généré par la dernière. Attends, je partage la dernière. C'est intéressant. Comment elle s'appelle? Parce qu'autant quand c'est entièrement fait par IA, bon, c'est ça. Xania Monet en mode avion. Et donc, petite interlude musicale. Et puis si tu vas sur sa dernière sortie, donc l'album là, tu vois qu'on a formé en haut. Ouais, donc t'as un bon avec le certains morceaux de cet album peuvent avoir été créés à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc on alerte. Les gens le savent, mais s'ils veulent écouter parce qu'ils aiment bien ça. Et ça, c'est Deezer qui l'a rajouté. Voilà, ça c'est Deezer. C'est pas dans l'upload par l'artiste ou quoi que ce soit. Pour l'instant, personne ne dit rien. Ouais. C'est nous qui devons les spotter et les indiquer. Ça, c'est intéressant quand même comme phénomène, malgré tout, tu vois, de se dire comment ça va évoluer la suite. Mais on reviendra sur ton point, effectivement, le lien avec le monde réel et les concerts. Je pense que c'est là que ça va être une planche de salut, en tout cas. Plus d'émotions avec des vrais artistes. Je vais parler innovation et différenciation. On voit souvent Spotify comme plateforme de data, des algorithmes. Vous plus comme une plateforme de l'éditorial et de la personnalisation. J'en ai beaucoup parlé justement de la personnalisation avec Aurélien. Est-ce que, vu le volume de morceaux, est-ce que c'est encore possible d'avoir une main humaine sur les playlists? Tu parles de 200 millions de morceaux, tu vois. Oui, non, attends, si Deezer est encore là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une tech qui était de l'IA. D'ailleurs, à l'époque, on appelait ça du machine learning, data science, fantastique, qui a permis de faire tous les algos qui recommandent des chansons sur ta homepage sur Deezer. Flow. Et avec le Flow, notamment, qui est une des fonctionnalités assez uniques à Deezer, qui permet de créer sa propre playlist en fonction du mood dans lequel on est ou du genre de musique qu'on veut écouter. Donc, évidemment, Deezer est avant tout focalisé sur un algo performant parce que, évidemment, quand on a 200 millions de chansons et 10 millions d'utilisateurs, l'humain ne peut pas tout faire. Après, la vérité, c'est que nous, on a une vingtaine de personnes qui travaillent vraiment sur la partie connaissance de la musique et comment on peut avoir une patte manuelle, notamment pour identifier les nouvelles chansons qui arrivent, pour pas qu'elles soient complètement perdues dans ces millions de chansons qui arrivent. C'est quoi ceux qu'on pense qu'il faut vraiment booster, etc. Vérifier le résultat de l'algorithme, parce que parfois l'algorithme, on ne sait quelle raison produire quelque chose de mauvais. Donc c'est très important d'avoir des gens qui connaissent vraiment la musique, qui constamment vont customiser l'algorithme pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Typiquement, l'IA, les musiques 100% générées par IA, ça a été identifié par ces personnes qui regardaient les playlists générées, ils disaient attends, il y a quelque chose de bizarre, on la connaissait pas celle-là, d'où ça sort, qui ont identifié le problème et qui ont dit il faut qu'on change l'algo pour pouvoir identifier ça et le sortir. Donc évidemment que l'un va avec l'autre. Je pense que plus il y aura une explosion du catalogue, plus on aura besoin de pattes humaines pour pouvoir contrôler les dérives, mais moins elle sera visible. Parce que, effectivement, l'algorithme sera quand même toujours beaucoup plus performant. 10 millions de clients, 200 millions de morceaux, effectivement, c'est dur d'avoir un truc personnalisé à la main pour chaque personne, quoi. C'est sûr. Après, en fait, c'est intéressant. Tu vois, toute la partie éditoriale, à raconter un peu ce qui se passe. Pour l'instant, ça fonctionne plus en dehors de l'app. Donc sur nos réseaux sociaux, on fait beaucoup d'interviews avec les artistes. On a lancé le Deezer Club, on reviendra sur toute la partie live et tout. Mais c'est vrai que sur la partie écoute pure, quand on ouvre son app, Deezer, on a envie d'écouter de la musique et avoir un algo hyper pertinent. Juste pour finir sur l'algo, ce qui est très intéressant au-delà de l'éditorial humain que nous on met, c'est l'éditorial humain que l'utilisateur met. En fait, le phénomène qu'on voit notamment sur la jeune génération, c'est qu'ils passent leur temps sur leur app avec des algos partout, leur app de réseaux sociaux, etc. Et donc, ils trouvent ça, évidemment, ils le comprennent très bien, ils trouvent ça hyper utile, mais ils veulent pouvoir reprendre la main, comprendre comment l'algo fonctionne. Donc, ce qu'on a beaucoup développé cette année chez Deezer, c'est des solutions pour que tu puisses ouvrir le capot. Donc, on a par exemple ouvert l'algo Custo en avril, je crois, ou en mai. Tu peux regarder tous les inputs, tous les éléments d'information que l'algo utilise pour faire les recos. Donc, tout ce que tu as écouté, aimé, skippé, etc., tu peux voir et dire ah oui, mais attends, ça, c'est parce que j'ai écouté ça, mais c'est pas moi, en fait, c'est mon fils qui a fait mon père, machin et tout. Donc, hop, j'enlève. C'est un peu long, hein, il faut vraiment être passionné, mais pour les passionnés de l'algo, ils peuvent ouvrir le capot et changer. Et ça, il y a de l'usage dessus? Ça, celui-là est encore un peu niche, je pense qu'on l'a fait encore un peu trop complexe. Oui, il faut qu'on arrive à le rendre un peu plus user-friendly, plus ludique, parce que c'est un peu long. En fait, il y a beaucoup d'infos, donc on donne toute transparence, donc c'est un peu long à utiliser. Dans le même ordre d'idée, tu vois, la page d'accueil, elle est complètement automatiquement personnalisée en fonction de ce que tu aimes, ce que tu écoutes, On va permettre maintenant de fixer des modules que tu aimes bien
Et même si l'algo te les recommande pas, toi, tu as envie d'avoir en haut tes favoris, tu as envie d'avoir en haut un artiste qui en ce moment est dans ta tête, mais que l'algo n'a pas encore compris qu'il était dans ta tête. Et donc, donner ces éléments où on reprend le contrôle. Parce que on en a marre d'être 100% conduit par nos algos. Et donc, c'est une nouvelle tendance qu'on voit plutôt chez les jeunes qui est vachement intéressante. Ouais, qui comprennent. Mais tant mieux, c'est des signaux plutôt positifs, effectivement. Et puis, je pense que ça participe aussi à la rétention, quelque part. Tu parlais de la difficulté de passer d'une plateforme à l'autre. Quand tu as passé du temps à peaufiner ton algo, etc., tu es peut-être moins enclin à changer de plateforme, tu vois. 100%. Les gens changent très peu de plateformes. Hein. Alors, les gens ne savent pas qu'ils peuvent importer leur playlist. Alors que ça se fait quand même de façon assez simple, en quelques clics. Souvent, les gens n'y pensent pas. Mais c'est vrai que l'algo devra réapprendre un peu. Après, ce qu'on observe, c'est que les gens sont assez contents quand ils viennent d'autres plateformes. Ça leur fait un peu un bain de fraîcheur. Souvent, il y a un petit phénomène au bout de trop longtemps dans certaines plateformes. Tu tournes un peu où les gens ont l'impression de tourner en rond. Et donc le feedback qu'on a souvent quand ils arrivent chez Deezer, c'est ça m'a même j'ai pu importer mes playlists, évidemment je veux pas être complètement entre guillemets à poil, mais l'algo il m'a recommandé des choses un peu nouvelles que j'avais pas l'habitude de découvrir et tout. Ça c'est vrai que c'est pas, et donc c'est assez positif. Et par contre je fais une digression, mais est-ce que vous avez des stats sur les socio-démos sur les jeunes? Je vois, et alors c'est un bon cas, je représente pas forcément le marché, mais j'ai l'impression quand même de tourner à 45 ans un peu toujours sur les mêmes artistes, tu vois. Alors il y a quand même l'algorithme qui me propose des choses par rapport à mes enfants qui écoutent 10 000 fois plus de sons différents que moi. Je sais pas si c'est que moi ou s'il y a vraiment un truc à partir d'un certain âge, tu tournes sur tes artistes limite d'adolescence et puis tu restes là-dessus, etc. Vous avez un peu des stats là-dessus, des choses un peu intéressantes? Non, j'ai pas des stats mais vous l'observez précises dans ce sens-là, mais c'est évidemment quelque chose qui est complètement lié à l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fonction de son comportement, il va être sur des playlists plutôt de son domaine qu'il connaît, alors qu'il peut choisir, typiquement dans la fonctionnalité Flow, tu choisis si tu veux Discovery, donc des nouvelles chansons, ou si tu veux plutôt des favoris. Et donc 100% que ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'avec l'âge, on a de plus en plus, on tourne autour de ses favoris. Non, la stat qui est intéressante ou amusante, c'est un moins de 20 ans va écouter 100 chansons par semaine, quand autour de 50 ans, on écoute 20 chansons par semaine en moyenne. Donc le jeune va écouter 5 fois plus. 5 fois plus de chansons. Et après, sur le sujet de la découverte, une grande partie de la découverte aujourd'hui se fait aussi via TikTok. Donc ça, c'est l'autre élément qui est très important pour les jeunes. Je ne sais plus quel est la stat, je crois que c'est autour de 40% de leur découverte vient de TikTok, vient des réseaux sociaux, parce qu'il y a eu cette nouvelle vidéo avec une chanson qui est devenue virale. Et parfois des chansons qui existent depuis 20, 30 ans, très intéressant. T'as vu ça? Beaucoup de chansons qui reviennent de très très loin. Et qui font des spikes de streaming. Oui, non, mais ma fille, qui a 14 ans, écoutait du Kate Bush, et en me disant, j'ai entendu ça sur TikTok, des trucs qui sortent de nulle part. Donc ça a quand même des vertus sur la découverte. Pardon, c'était la petite digression. On avait évidemment parlé beaucoup de musique, on parle de Deezer. Est-ce que podcast, livre audio, voire vidéo, tu vois, Spotify par exemple, qui fait un énorme virage, où tu as le bouton vidéo quasiment sur, je sais pas, 80% du catalogue, tu as la vidéo qui est disponible, tu sens bien ce gros push, etc. Ça vous intéresse, vous y allez, c'est une demande qu'ont les utilisateurs? Évidemment, on est toujours tiraillé entre nous, notre DNA, notre vision, nos valeurs, qui évidemment ne nous empêchent pas d'écouter ce que veulent nos utilisateurs. Hein. Donc, c'est vrai que nous, notre DNA, c'est musique. On veut vraiment faire une plateforme génialissime pour la musique, supporter l'industrie musicale, etc. Ce qui n'empêche pas d'écouter l'utilisateur. Et donc, on a regardé typiquement les vidéos de musique, parce que quelque part, t'es pas loin. Autant les cours de cuisine, comme sur d'autres plateformes, on ne voit pas y aller. Autant les vidéos musicales, on pourrait y aller. C'est juste qu'on a demandé aux utilisateurs, et pour l'instant, la demande est très faible. Alors, je me l'explique pas très bien, parce que c'est vrai que c'est très sympa, ces vidéos. Et en même temps, je pense qu'il y a un côté... On a déjà trop partout, quoi. On a déjà des apps qui flashent partout. Et là, en fait, on a envie d'écouter la musique. On n'est pas là pour se engager dans regarder une vidéo. On va scroller encore parce qu'en fait, on y arrive sur les plateformes qui commencent à mettre des vidéos. C'est toujours ce même sujet de l'engagement. Comment je fais pour que les gens passent le plus de temps possible sur mon app? Et je pense que c'est un biais que certains utilisateurs voudront, mais pour l'instant que nos utilisateurs n'ont pas demandé. Ok. Livre audio? Livre audio, podcast, on en a. Enfin, podcast, on a tout. Livre audio, on en a un petit peu. C'est pas une grosse demande non plus. C'est très coûteux, donc ça devrait dire qu'on augmente le prix de l'abonnement. C'est pas forcément ce que nos utilisateurs veulent aussi.
Donc pas une priorité pour l'instant. Ok. On va parler un peu d'artistes et rémunération, on l'a déjà un peu évoqué. Est-ce que ce système de rémunération donc par partage sur de l'abonnement, les abonnements sont tous à peu près sensiblement les mêmes d'une plateforme à une autre, vous rémunérez mieux, pareil, les artistes que les autres plateformes? Est-ce que ça s'est lissé le modèle de rémunération? Donc en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'effectivement, il y a un abonnement qui est à peu près le même partout. 70% à peu près est reversé aux ayants droit. Donc ça, c'est à peu près pareil partout. Les artistes, mais c'est les ayants droit. Il y a souvent des intermédiaires. C'est important, il y a des intermédiaires, tout à fait. Et ensuite, voilà, donc ça, c'est à peu près partout pareil. La question, c'est à qui on donne ces 70%. Donc il y a une première partie qui est la fraude. En fait, il y a 8%, nous, qu'on identifie comme fraude. Et donc, on va sortir et qu'on ne va pas rémunérer pour que ces 8% aillent aux ayants droit qu'on juge être des vrais artistes et pas des fraudeurs. On ne sait pas ce que font les autres plateformes. Donc là, déjà, nous, ça nous permet au moins de redonner 8% aux vrais artistes. Ouais. Donc la fraude, c'est à l'époque, c'était des streaming farms. Donc ils créaient plein de comptes qui écoutaient tout le temps de la musique. D'accord. Et donc ça crée les mêmes contenus que eux ont uploadé. Voilà, exactement. Et qui écoutent comme des malades la musique sur des contenus qu'ils ont uploadés. Donc ça doit se détecter assez vite. Voilà, ça c'est un peu à l'ancienne. Ouais. Maintenant, c'est plutôt beaucoup de contenu généré IA qu'ils essayent de mettre dans les playlists et les recommandations. Donc c'est ça qu'on capte, avec des faux comptes, mais qui sont plus durs à identifier parce qu'ils streament pas comme des dingues. Ils streament un petit peu juste de ce qu'il faut pour les mettre dans les sous les radars. Exactement, sous les radars. Il y a tous les sujets de rajouter de audiobook, d'autres sujets qui vont prendre une partie des rémunérations. Donc ça, on le fait pas, ce qui permet de concentrer les 70% sur les artistes de musique. Donc ça, c'est des éléments qu'on fait indiscutables, qui impactent 8 à 10%, qui nous permettent de reverser 8 à 10% de plus aux artistes. Après, le sujet sur lequel on s'est beaucoup battu, qui a été une grande bataille, qui a duré très longtemps, vraiment dans l'arrière-plan, parce que c'est côté très politique, très compliqué. Et politique, et aussi assez compliqué à comprendre. Alors, si tu le sens, on peut essayer d'en parler. C'est la façon dont on répartit cet argent. Initialement, c'était au prorata du nombre de streams. On appelle ça le market centric. Par utilisateur. Non, justement non. Justement c'est tout le sujet. Jusqu'à il y a 3 ans, toutes les plateformes étaient pareilles. C'était le plus simple. On dit OK, il y a tous ces streams, il y a tout cet argent. T'as 1%, tu as généré en tant qu'artiste 1% des streams, tu as 1% des 70%. Voilà. Le biais de ça, c'est ce que je te disais, c'est que le problème, c'est que les jeunes écoutent 5 fois plus la musique que des personnes plus âgées, mais payent le même prix, ou moins d'ailleurs, parfois. Et donc, dans ce cadre-là, l'argent d'une personne plus âgée, en moyenne, parce que c'est eux qui écoutent moins, en fait, de son abonnement, va aller rémunérer les artistes qui écoutent le jeune. En fait, bien sûr. Le jeune va générer 1000 streams, la personne âgée va écouter 100 streams, on va dire. Et c'est pas les mêmes artistes. Et donc, l'argent ira au prorata des streams. Et donc, il ira aux artistes que le jeune écoute. Ouais. Ça, c'est le market centric. Et donc, nous, depuis maintenant 3 ans, on a signé le premier deal avec Universal. Donc, il faut qu'on fasse ça avec chaque ayant droit, chaque label. On a signé pour modifier ce modèle de rémunération pour aller vers quelque chose qui fasse en sorte que ton abonnement va aux artistes que toi, tu écoutes. Donc ça a été c'est une grande bataille qui n'est pas finie. On va à chaque. Mais vous avez signé avec Universal. On a signé avec Universal, on a signé avec la SACEM en janvier de cette année. Et on a couvert à peu près 80% des ayants droit aujourd'hui, donc on est très avancé. Dans cette qui ont accepté ce système. Eux, ça change quoi? Il faut qu'ils regardent dans leur catalogue pour voir si c'est intéressant ou pas, s'ils y gagnent ou pas. J'imagine que si tu as plutôt des artistes qui écoutent les jeunes, c'est plus intéressant. Oui. Non, est-ce que je me trompe? Oui. Je pense que le débat, c'est ce que tu disais. C'est chacun regarde. Est-ce que c'est plus intéressant pour moi? En fait, sur le principe, tout le monde est d'accord. Tout le monde trouve que c'est injuste que ça soit pas chaque abonné qui donne l'argent aux artistes qui l'écoutent. Donc il y a globalement un consensus là-dessus. Après, chacun regarde dans son business si ça l'arrange. Et donc évidemment, ceux que ça arrangeait, ils ont signé beaucoup plus vite. Ceux que ça arrangeait pas, moins vite. Et en fait, Deezer payait la différence. Donc pour nous, c'était un vrai sujet ces dernières années de s'assurer que tout le monde s'aligne sur ce modèle pour que ça soit pas à nous de payer la différence et qu'on amène l'ensemble de l'industrie musicale sur un système plus vertueux. Ok. Vous, effectivement, ça changeait rien en termes de montant de volume puisque c'est toujours 70% que vous redistribuez. Non. Tous les cas. Quand il y en a un qui prend une règle qui est bénéfique pour lui et que lui c'est là où tu dis que tu payes la différence. 71, 72, 73. Quoi. Exactement. Et vous êtes les seuls à faire ça? Alors, parmi les grandes plateformes, on est quand même pas beaucoup. On n'est pas beaucoup. Les grandes plateformes, à ma connaissance, ne sont pas encore passées à ça. Pourquoi elles le font pas? C'est pas une prio, je pense. C'est pas une priorité tant que personne ne. Non, il n'y a pas de raison de pas le faire. C'est toujours risqué de changer.
Le risque de changer, il y a toujours quelques artistes il y a des artistes qui sont mécontents. Parce qu'il y a des artistes qui sont, notamment les artistes de jeunes, qui se disent, bon, bah là, tout de suite, je vais y perdre. Donc, j'ai un risque de créer des problèmes. Et comme il y a déjà beaucoup de problèmes pour les grandes plateformes avec des artistes qui sortent des plateformes, récemment, il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis de certaines plateformes pour se révolter contre un problème. Je pense qu'ils n'ont pas envie de se rajouter un autre problème. Ouais, donc tant que ça tient de ce côté-là, il n'y a pas de raison de changer. Mais donc on est d'accord, voilà, c'est un système qui est beaucoup plus fair en fait en termes d'usage et qui rémunère au plus juste les artistes en fonction des réelles écoutes. Il y a un large consensus. La justice, bon, c'est toujours un débat, mais il y a un large consensus dans ce sens. Et je pense qu'il y a aussi cette idée, très bien, Deezer commence. Une fois que tout est bien rodé, on ira dessus. Et c'est tout à fait ce qu'on veut pousser, quoi. On veut être celui qui peut, comme on est un peu moins grand qu'eux, on peut tester des nouveaux modèles, montrer que ça fonctionne bien, et puis comme ça, l'industrie peut suivre après. Ouais, c'est cool. On parle souvent d'économie de longue traîne dans la musique. 99% des artistes qui touchent des miettes, parce qu'il y a vraiment ceux qui sont énormément écoutés. Est-ce que c'est le cas réellement? Je sais pas à quel point on a peur des chiffres ou des tendances. Est-ce que c'est vraiment la grosse part du gâteau à part des Happy Few? Oui, et puis je pense que le market centric renforce ça un peu. Parce que c'est vrai qu'on a un modèle où c'est les chanteurs plus écoutés par les jeunes, qui sont souvent les plus connus, qui en plus sont avantagés par ce modèle de rémunération, ça le renforce. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a voulu bouger vers un modèle plus artist-centric pour et voire user-centric, pour en fait ça augmente la diversité du nombre d'artistes qui vont recevoir une rémunération correcte. Donc ça, c'était une des raisons de ce changement. Il y a deux choses à avoir en tête. Un, le streaming a plutôt été vertueux sur ce sujet-là, dans le sens où, à l'époque du CD, c'était encore pire. C'était encore plus concentré sur les superstars, parce qu'en fait, quand la distribution de la musique était physique, le business faisait que c'était plus intéressant de se concentrer sur les superstars, parce que dans la logistique, l'inventaire du nombre de CD, etc., il vaut toujours mieux se focaliser sur les top stars et gérer un stock plus léger, plus focalisé. On mise tout dessus, les bacs sortent, parce que la long tail, c'est toujours compliqué à gérer dans les magasins physiques. Ouais. Donc clairement, le streaming a permis à la mid-tail de se développer. Il y a vraiment eu un transfert de valeur des top stars à mid-tail. Donc ça, c'est quelque chose de très vertueux qui a permis toutes les apps de streaming. Ce qui a aussi, le résultat, ça a été aussi que les artistes locaux sont plus développés. La part du revenu généré en France dans la musique par les artistes locaux est supérieure depuis le streaming, parce que en fait, les artistes locaux sont souvent le mid-tier, justement. Ok. Dans le mid-tier, il y a beaucoup d'artistes locaux. Donc ça, c'est une première réponse à tes questions. La deuxième réponse à tes questions, il y a quand même un sujet un peu inéluctable, qui est qu'il y a une explosion de la création musicale. Et c'est évidemment la Gen AI l'accélère, mais c'est quand même un phénomène qu'on voit depuis... Oui, c'est les réseaux sociaux. Si tu prends ta guitare, ton téléphone, et tu as une audience, tout de suite, non, évidemment, mais c'est beaucoup plus simple. Tu as réseaux sociaux qui te permettent de distribuer. Et il y a aussi la tech qui te permet de créer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux créer de la super qualité de chansons avec ton ordinateur, quoi. Alors qu'avant, il fallait avoir un guitariste, un bassiste. Il y avait une barrière, un truc qui était un peu plus compliqué. Beaucoup plus compliqué. Ouais. Et donc, la réalité, c'est j'essaie de me rappeler les chiffres, il y a 3 ans, on avait 150 000 chansons qui arrivaient sur les catalogues par semaine. Et maintenant, tu disais 1 million. Donc, on a fait x6 en 3 ans. Donc, c'est une explosion du contenu qui arrive. Alors évidemment, il y a une partie IA à pas compter, mais même sans IA, ça a explosé. Ça a explosé quand même. Et évidemment, nos revenus à côté de ça, et les revenus de l'industrie, n'ont pas du tout fait x6. Ouais. Et donc, mécaniquement, il y a plus d'artistes. L'augmentation du nombre d'artistes et du nombre de chansons qu'ils créent est infiniment plus rapide que le nombre d'abonnés et donc le revenu qui est à distribuer. Donc, le gâteau augmente, mais pas de 10% par an. La musique générée double chaque année. Bon, forcément, il y a moins tu fais tes maths. Pour les ayants droit, etc., quoi. Pour chaque artiste, il y en a moins. Ceux qui ne sont pas écoutés, en tout cas. Voilà. Ou la long tail. Tu parlais de la long tail. La long tail grandit beaucoup, beaucoup plus vite que les revenus qu'il y a à partager pour eux. Et le modèle à 12 € par mois, il est toujours bien. Enfin, quand je vois les plateformes de streaming vidéo, les prix augmentent régulièrement. C'est un peu indolore. Les gens râlent un peu, etc. Ça... À 12 € par mois, c'est le bon prix? Non, je pense que c'est quand même très bas. Je pense que ça a été très bas parce que si on se rappelle de la création de tout ça, l'idée c'était d'arrêter le piratage. Ouais, bien sûr. Donc il fallait une offre à un bon prix pour que les gens se disent bon, j'arrête de pirater. Donc il fallait quand même quelque chose d'assez faible. Donc c'était 9,99 pendant 15 ans.
tout le monde était terrorisé de passer ce seuil de 9,99 en disant ça va recommencer le piratage, etc. Donc il y a vraiment les gens sont très précautionnés, très crispés sur ce sujet. En plus, comme le catalogue est le même, on se regarde évidemment, on ne peut pas être le seul à augmenter les prix, etc. Donc il faut un peu de cohérence dans le prix. Donc, tout ça pour dire que je pense que fondamentalement, c'est vraiment pas cher si on compare par rapport à la vidéo qui offre un catalogue limité, qui est souvent à 15, 20. Bien sûr. La musique, c'est toute la musique du monde pour 12 €. Donc, vu le temps, si tu regardes ça au temps passé, par exemple, clairement, c'est beaucoup moins cher pour les utilisateurs. Plus si on regarde, c'était il y a 15 ans, c'était à 9,99, on est à 12. L'inflation a fait plus que ça. Ouais, grâce. Ça veut dire qu'il n'y a pas tant augmenté que ça. Voilà, donc on peut penser que ça devrait augmenter. Après, il faut le faire de façon intelligente, pas trop rapidement, expliquer, etc. Donc ça ne va pas non plus exploser et ça ne rattrapera pas très vite. Non. Mais on est tous alignés sur le fait que c'est pas très cher et que ça devrait augmenter. Vous parlez, tu as rencontré tes homologues des autres plateformes. Il y a un endroit où vous discutez? C'est vraiment une industrie très sympathique, je te disais au début, on partage la même passion au-delà du business. Et donc, on se rencontre régulièrement, pas plus tard que quand Monsieur Macron a organisé, Monsieur le Président a organisé la Music Week, et a organisé un sommet où il a fait venir tous les grands décideurs mondiaux de la musique à l'Élysée. Et donc, on a eu pas mal d'échanges sur l'avenir de la musique et comment faire ça ensemble. Donc oui, on a l'occasion d'en discuter dans des contextes très sympathiques. Justement, tu parlais un peu du futur, de prospective. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, on écoutera plus de musique qu'aujourd'hui ou moins? Je dis ça, tu sais, par rapport un peu à la guerre qu'il y a sur l'attention, etc., les vidéos, etc. Est-ce que tu penses que la consommation de musique, elle va en grandissant? Est-ce qu'elle va baisser? Est-ce qu'on est à un pic? Alors, par personne, je pense qu'elle va augmenter très légèrement, parce que c'est une tendance qu'on voit d'augmentation régulière par personne, mais qui est assez faible, parce que comme tu dis, il y a beaucoup d'autres sources d'attention. Après, c'est quand même un contenu qui est très spécifique, qui répond à un besoin très spécifique et on le voit pas en tout cas qui baisse. Par contre, le volume d'écoute va continuer à augmenter très fortement parce qu'en fait, évidemment, la consommation de musique explose quand on passe au modèle de streaming, quand on s'abonne à un app de streaming. Et aujourd'hui, la pénétration de ces apps de streaming est encore assez faible. On est à 30% en France. Donc encore beaucoup de gens qui sont plutôt radio, CD, etc. Et évidemment, cette pénétration augmente. Et donc, avec le fait qu'elle augmente chaque année, la consommation globale de musique en France va augmenter. Et ce qui est vrai en France est encore plus vrai dans le monde, où même s'il y a je sais pas, peut-être un peu moins d'1 milliard de gens qui sont abonnés à des apps de streaming, ça laisse encore 7 milliards potentiel. Voilà, donc, ça augmente constamment de 10% par an, quoi. Ok. Une question que je t'ai pas posée, et j'en avais envie parce que ça fait partie aussi justement de la conquête de nouveaux usages. Ça marche toujours les partenariats avec les telcos, FAI, etc. Pour moi, c'est quelque chose qui avait justement grandement participé au succès de Deezer, notamment le deal avec Orange, etc. Sans revenir sur tout le truc d'actionnariat, etc. Ça fonctionne toujours? Ça fonctionne toujours et c'est surtout un levier très intéressant pour Deezer parce que comme on est plus peut-être, je sais pas, tu parlais du petit village gaulois, on est plus prêt à faire plein de choses parce qu'on veut faire tout ce qu'on peut pour grandir, alors que les acteurs plus larges ont un autre modèle pour acquérir des clients dans leur écosystème, puis ils ont leur écosystème à eux, donc en fait ils ont un appétit un peu moins fort pour les partenariats. Et nous, on est prêt à faire plus de choses, on est prêt à construire des modèles complètement nouveaux. On a fait ça avec RTL en Allemagne, on a construit une app avec eux. Pour Sonos, on fait toute leur radio Sonos en étant dans le background sans même dire que c'est Deezer. Donc on est prêt à faire beaucoup plus de choses et donc pour nous ça reste un vecteur très important de croissance, c'est un tiers de notre business et évidemment Sonos ça nous permet d'avoir un business aux US alors qu'on n'est pas du tout connu aux US et que notre marque est pas très forte. Toujours on arrive sur la fin de l'épisode. Si le futur Deezer pour toi c'est quoi? Un champion européen qui s'exporte ou un acteur de niche qui survit entre des géants? Je pense que c'est un petit peu les deux. C'est en France continuer à être un leader, au Brésil aussi. Dans le reste du monde, être plutôt un acteur niche avec des valeurs très spécifiques, très reconnues, qui nous permettent de changer le monde de la musique, mais qui permettent aussi d'attirer et de retenir des utilisateurs qui se retrouvent mieux dans nos valeurs et qui pour ça
l'ensemble du monde, puisqu'on a accès au catalogue du monde et qu'on est pertinent partout dans le monde, reste avec Deezer. Ok. Et dernière question, c'était quoi ton premier CD acheté ? On arrive vraiment en fin d'épisode. J'ai la question et la question gimmick après. Ouais, puis la question, j'adore. Moi, mais puisqu'on parle de musique, tu vois. C'est plus facile, ça là. Ce soir, on me demande qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui. Je dis, en fait, je sais pas parce qu'on n'arrête pas de me bombarder avec des ouais, j'imagine plein de trucs nouveaux. Et d'ailleurs, c'est génial. J'adore depuis que je suis. Ça, c'est un des avantages de ce poste. Tu dois découvrir effectivement des trucs cool, c'est fantastique. Comme tu dis, à notre âge, on commence à un peu moins découvrir. Là, je reviens chez Deezer, je redécouvre plein de choses. C'est fantastique, quoi. Premier CD, écoute, ado, premier argent de poche, quatrième, je pense. Ça fait donc 1995. Ouais. L'album d'Offspring, Smash. Ah, Smash, super album, en l'occurrence. Self-esteem, quoi. Bien sûr. Hein là. Je vais pas le chanter. Non, mais on voit bien. Tu ne feras pas chanter. Non, c'est un peu compliqué. Et vraiment, après le gimmick de Mediarama, est-ce que tu as un truc cool à nous recommander ? Pas forcément une musique, pas forcément une fonctionnalité Deezer, ce serait trop facile. Est-ce qu'il y a un truc cool à recommander ? Expo, film, livre, ce que tu veux. Ouais, non, alors cool, c'est vrai que moi, cool, c'est plutôt sur la partie musique, parce qu'on me bombarde avec plein de trucs et je découvre plein de choses. Et donc, dans la dernière découverte, moi, qui commence à être un peu connu, hein, mais j'ai beaucoup aimé Théodora, qui est un truc où, à nos âges, on peut se dire, attends, les paroles sont quand même un peu agressives, un peu particulières et tout, mais je trouve que c'est toujours fascinant, cette musique où ils arrivent à réinventer complètement en mixant des origines, des tendances hyper variées, tu vois, entre afro et hip-hop et pop, etc. Et à te créer des trucs, tu dis waouh, c'est dingue. En fait, j'adore, alors que je devrais pas du tout aimer. Non, en théorie, t'es pas dans le. Je suis pas j'ose pas trop le dire, et puis après je me rends compte que ça va, ok, c'est bon. En fait, je pense qu'il faut être hyper ouvert là-dessus. C'est vrai que tu peux avoir le réflexe de dire non, mais c'est pas pour moi, machin. Et en fait, faut être très ouvert sur la musique. Je pense qu'en fait, si c'est cool et que ça résonne bien dans ton oreille, cool. Franchement, elle est hyper cool. Donc voilà, s'il y a un truc cool que je peux recommander, c'est Théodora. Théodora, il y avait eu un concert qui était passé d'elle sur Arte aussi, qui est une bonne petite plateforme française. Alors pas que, mais aussi. Merci Alexis pour ton temps. Bravo. Et alors, dernière question, je suis désolé, c'est vrai là. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de ton passage chez Deezer dans quelques années ? Ça revient un peu à ta question. Le plus important pour moi, et ça fait un peu cheesy, Simon Sinek, etc. mais si tu veux, c'est le why, quoi. Je pense que c'est le plus important, et notamment quand on est comme ça en compétition avec des géants qui peuvent faire plein de trucs. Donc tu dis, attends, mais pourquoi Deezer, quoi ? Et je pense que c'est hyper important qu'on arrive qu'on soit très très clair, de plus en plus clair, et que ça soit perçu partout. On se dit, ah ouais, Deezer, je comprends, ce que vous faites, c'est top, j'adore. Et moi, c'est la chose qui me satisfait le plus et que je trouve a déjà évolué, tu vois, entre le moment où je suis arrivé, où on me demandait un peu, tiens, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas, ça va être difficile et tout. Et cet été où voilà, j'ai pris un peu de temps, vu des amis, on dit, c'est vachement sympa ce que vous faites, c'est vraiment top, on est hyper supportifs. Ça, c'est pas mal. C'est le plus gratifiant quand tu gères un business et quand tu essayes de développer une marque de grande conso, quoi. Bon, j'espère que c'est la trace que tu laisseras. En tout cas, j'espère aussi, ça donne envie de découvrir ou redécouvrir Deezer, et que ceux qui écouteront l'épisode s'abonneront ou se réabonneront. Merci beaucoup pour ton temps. C'était très cool d'échanger avec toi et puis de voir un peu ouvrir le capot de Deezer. Donc, c'est toujours appréciable. On peut te suivre sur LinkedIn, on peut te contacter s'il y a des demandes. C'est là que tu es le plus joignable. Super pratique. Ouais. Exactement. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut! Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.